Ten Science. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Herman, qui est linguiste et qui va nous parler de pourquoi, comment se passe un doctorat, qui est finalement le passage obligé de tous les intervenants que nous avons déjà eu et que nous aurons encore dans les semaines prochaines. Alors peut-être, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené, enfin quelles études tu as faites et qu'est-ce qui t'a amené progressivement à faire un doctorat? D'accord, alors on va commencer déjà au niveau du... Donc quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de faire des études de traduction et d'interprétation et j'ai choisi deux langues très proches qui étaient l'allemand et le néerlandais. Ensuite, donc ça c'était à l'université de Liège et alors j'ai décidé de venir sur Bruxelles pour faire mon master à Marie-Abs en fait. Et alors, dans un premier temps, j'ai décidé d'aller travailler, donc de quitter le monde de l'université pour aller travailler dans le privé. C'est ce que j'ai fait au Luxembourg pendant 2 ans. Et petit à petit, j'étais à nouveau attirée par le chemin de l'université. J'avais envie de me repencher vraiment sur la recherche. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce projet doctoral. Et alors, comment se passe la construction d'un projet doctoral? Est-ce qu'il y a des personnes à qui il faut parler? Comment ça se construit? Alors, il y a différents cas de figure, je dirais. Il y a d'abord, il est possible que certains projets doctoraux existent déjà dans des universités, et alors là, tout est déjà défini, et alors ils cherchent les candidats. Et si on trouve qu'on correspond à ce qu'ils cherchent, alors on peut postuler. Mais l'autre possibilité, et ça c'était mon cas, c'est on commence à zéro. On se dit, ok, j'aimerais bien faire un doctorat, alors on va choisir une thématique. Ensuite, il faut chercher un promoteur ou une promotrice, donc ça va être un professeur d'université qui va nous guider vraiment pendant tout le projet de recherche. Et puis, il faut trouver un financement. C'est vraiment les trois étapes tout au début. Et alors, si on se penche sur ton cas particulier, comment ça s'est déroulé, cette construction du doctorat sur ces 3 aspects? Eh bien, j'ai commencé par chercher un promoteur ou une promotrice. Et donc, j'avais déjà quelqu'un en tête. C'était en fait une professeure que j'avais rencontrée dans le cadre de mon master. Et elle travaillait sur des thématiques que je trouvais intéressantes. Et donc, je me suis dit que j'allais la recontacter pour voir si elle serait intéressée de se lancer dans cette aventure avec moi. Et donc, c'était ça vraiment la première étape. Elle a accepté et donc on a commencé à réfléchir à la thématique. Elle m'a fait quelques propositions parce qu'en fait il faut toujours choisir une thématique qui lui parle à elle aussi parce qu'elle doit pouvoir me guider pendant tout le déroulement de la thèse, donc il faut que ce soit une de ses thématiques à elle aussi. Elle m'a fait quelques propositions, on a réfléchi, moi j'ai fait quelques lectures et puis finalement on a choisi le thème. Et puis il a fallu chercher le financement et donc là il a fallu postuler pour des bourses en fait. J'ai rédigé un projet et j'ai postulé pour une bourse. Et puis finalement, après 3 mois, plus ou moins, j'ai obtenu cette bourse et j'ai pu commencer mon doctorat. D'accord. Je crois que la recherche a été communautarisée en Belgique. Donc pour les francophones, quel type de bourse il existe pour se lancer dans une thèse de doctorat? Alors, il y a des bourses vraiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, la plus connue, c'est les bourses FNRS. Mais il y a aussi les bourses ARC, dans mon cas c'était une bourse FSR, donc c'est aussi une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Maintenant, il y a des bourses qui vont être plus au niveau bruxellois, et là ça va être Innoviris, ou sinon au-delà de ça, il y a les bourses européennes, et donc ça, j'ai pas un nom comme ça en tête, mais en tout cas il y a aussi des bourses à ce niveau-là. D'accord. Et donc on a le sujet, on a la promotrice ou le promoteur, on a le financement. Comment ça se passe ensuite le doctorat? Combien de temps ça dure? Quelle est un peu la vie quotidienne d'une chercheuse et d'un chercheur? Alors déjà pour la durée du doctorat, ça va déjà dépendre le type de doctorant qu'on est, parce qu'en fait là pour le moment je viens de parler des doctorants boursiers, c'était mon cas, donc quand on a une bourse on a généralement 3 à 4 ans pour faire sa thèse, mais on peut aussi être doctorant assistant. Et donc là, on effectue son doctorat en fait en parallèle à une charge d'assistanat dans une université. Et dans ce cas-là, on donne des cours aussi. Et donc forcément, vu qu'on a toute la charge de cours, il faut plus de temps pour faire le doctorat. Et là, c'est généralement 6 ans. D'accord. Et dans ton cas, on parle d'un doctorat de 4 ans, de 6 ans? Dans mon cas, c'était 4 ans, vu que c'était avec bourse. Donc en gros, j'avais pas de cours à donner, c'était vraiment tous les jours faire la recherche. Donc voilà.
Et donc, justement, si on approfondit un peu cette question, quel est le quotidien d'une chercheuse, d'une doctorante? C'est vrai que c'est une grande incertitude quand on commence. Je me rappelle de ma première semaine où je vois mon agenda et en gros, il n'était rien mis. Tous les jours étaient vides, mais je savais que je devais commencer là maintenant ma recherche. Et donc c'était un peu par où est-ce que je commence. Et donc je savais où était le point A, je savais où je commençais, je savais plus ou moins où je voulais arriver, mais je ne savais pas vraiment par où commencer parce qu'on sait que c'est un travail de 4 ans, donc ça paraît un peu ahurissant comme ça quand on commence. Mais vraiment, la première étape, je crois, dans toute recherche, c'est de lire. Et donc, il faut lire énormément sur le sujet qu'on a. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on sait déjà sur cette thématique, et après comprendre, ok, moi, où je me positionne là-dedans, et moi, qu'est-ce que je vais trouver de nouveau par rapport à cette thématique. Donc, la première semaine, les premiers mois, c'était lecture, 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 lecture. Et alors ensuite, après, donc sur les 4 ans, après une année, il y a plus de discussions avec le promoteur, la promotrice, l'horizon se dégage, ça devient beaucoup plus simple, ou il y a justement des difficultés peut-être imprévues qui arrivent? Oui, il y a plusieurs aspects dans la question, mais donc déjà depuis le début, en fait, c'est important qu'il y ait un échange régulier avec le promoteur et la promotrice, même pendant les lectures, parce qu'en fait la lecture, ça va favoriser la réflexion, donc on va se mettre à réfléchir sur son sujet, et donc c'est important de pouvoir échanger avec son promoteur ou sa promotrice. C'est peut-être important aussi de signaler que le promoteur ou la promotrice n'est pas la seule personne qui peut nous aider. En fait, on a aussi un comité d'accompagnement. Et donc ça, c'est généralement, je veux dire, en tout cas dans mon cas, c'était 4 professeurs qui, dans d'autres universités, en fait, étaient à ma disposition si jamais j'avais besoin de m'échanger avec eux. Et donc, oui, au fil du temps, après ces lectures, on commence à se lancer dans sa recherche, on commence dans mon cas, c'était de l'analyse de données, donc j'ai commencé à analyser les données. Et alors, au fil du temps, plus on avance, ce qui est très important dans tous les processus de recherche, c'est de partager ses observations. Donc, l'idée, c'est pas de rester tout seul dans sa bulle et de faire sa recherche pendant 4 ans. Non, très rapidement, il faut raconter aux gens ce qu'on découvre pour avoir un retour et pour savoir si ce qu'on fait, ça tient la route ou pas. En fait. Donc ça, c'est par exemple des colloques ou des cours à l'université. Comment ça se passe les premières fois qu'on partage avec les collègues? Oui, donc en effet, c'est surtout des grands colloques. Sinon, il y a aussi des publications, mais ça, je peux y revenir après. Donc, moi, j'ai commencé ma thèse en janvier 2017 et mon premier colloque, c'était déjà en avril, je crois, 2017, donc c'était assez rapide. Et donc oui, c'est important parce qu'en fait, c'est des énormes colloques où participent beaucoup d'experts, mais c'est toujours sur une thématique en particulier. Et alors là, on présente ses premiers résultats et on a des questions-réponses à la fin. Alors les personnes peuvent être d'accord avec ce qu'on fait, alors c'est bien, tant mieux, mais aussi parfois on peut avoir du retour plus négatif et donc ça nous fait avancer aussi parce qu'on sait par exemple, qu'une certaine méthodologie n'est peut-être pas adéquate et qu'il faut faire autre chose. Et donc c'est super important en fait parce que ça nous permet d'avancer. Est-ce que ce n'est pas déstabilisant aussi d'être parfois bousculé dans ses certitudes ou dans un chemin qui était pris depuis plusieurs mois? Après, j'ai envie de dire, toute recherche peut être déstabilisante parce que c'est clair quand on reçoit un retour négatif, c'est difficile à encaisser, on se remet en question, on se demande souvent si on est bien à sa place et si on fait bien de faire ça. Mais c'est aussi, pour moi, une des plus grosses difficultés de la recherche en fait, parce que la recherche, par définition, on cherche des nouvelles choses, donc c'est l'inconnu. Et donc il n'y a personne qui peut nous dire comment on doit vraiment faire et si on va y arriver, parce qu'en fait, on ne sait juste pas. Et donc c'est un peu cette incertitude permanente qui, pour moi, rend le doctorat parfois assez compliqué à gérer. En fait. Est-ce qu'il y a aussi des collègues qui sont dans la même situation et qu'il est facile d'échanger, ou il y a vraiment une solitude de la doctorante, du doctorant? Alors on parle souvent de la solitude du doctorant, c'est vrai. C'est vrai que si on reste chez soi et qu'on travaille tout le temps sur sa recherche à partir de son bureau, c'est fort solitaire.
Mais moi, très rapidement, j'ai décidé d'aller tous les jours à l'université et de voir là mes collègues et de travailler avec d'autres doctorants. Alors même s'ils travaillaient sur des sujets tout à fait différents, mais ça faisait vraiment du bien d'être entouré de personnes qui étaient aussi dans la recherche et qui pouvaient rencontrer des difficultés un peu semblables aux miennes. Et donc il y a ce deuxième aspect que sont les publications. Comment se passent pour une jeune chercheuse les premières publications? Je crois que c'est pas simple de faire atterrir un article dans une revue spécialisée. Non, en effet. Maintenant, ce qui aide, en fait, c'est que souvent, après avoir participé à une conférence, on nous propose une publication. Et donc là, c'est un peu aussi, il faut postuler en fait pour ces publications. Donc, on fait, il y a un espèce d'appel qui est lancé, et donc on peut écrire un article et l'envoyer. Alors là, il y a différentes procédures de sélection aussi. D'abord, on envoie ce qu'on appelle un abstract, donc ça va être un résumé d'une page, où on décrit globalement, voilà de quoi mon article, ma publication va parler. Et alors déjà, sur la base de cet abstract, les personnes vont décider si oui ou non ils ont un intérêt pour ce qu'on propose. Si on est accepté, alors on doit rédiger l'article. Généralement, dans mon cas, c'était entre 20 et 30 pages. Et alors, on envoie l'article, et là, très souvent, en fait, il y a une évaluation de pairs. Donc, l'article est envoyé à 2 professeurs supplémentaires qui vont analyser l'article et dire si c'est public. Là, il y a 3 possibilités. Soit ce n'est pas publiable, parce que c'est très mauvais. Soit c'est publiable comme ça, il ne faut plus y retoucher parce que c'est parfait. Soit c'est publiable sous certaines conditions, donc il faut un peu l'adapter. C'est souvent le cas en fait. Et donc là, on reçoit l'article, on le retravaille, et alors on envoie la version définitive, et voilà, quelques mois après, elle est publiée. D'accord. Et donc ça, c'est la vie d'une chercheuse sur les 4 ans ou les 5 ans d'un doctorat. Donc c'est les publications, c'est les colloques, et c'est d'avancer avec cette petite incertitude. Toi, tu as pu finir le doctorat en 4 ans, donc ça a pris un petit peu plus de temps, un peu moins de temps. Alors moi, j'ai terminé en soi ma recherche en 4 ans. Donc ça a commencé le 1er janvier 2017, j'ai terminé en décembre 2020. Mais je n'ai défendu qu'en mai 2021, et donc il y a eu quelques mois de battement, parce qu'en fait à la fin donc, de la thèse, il faut rendre son doctorat en version écrite, donc ça c'est souvent une brique de quelques centaines de pages. Et puis alors là à nouveau, le comité d'accompagnement, le jury va évaluer si la thèse est défendable ou pas, et si elle est défendable, alors il y a la défense publique qui a lieu 1 mois, 2 mois après. Comment se passe cette défense publique? Alors dans mon cas, malheureusement, elle était en ligne, parce que c'était pendant le confinement, mais généralement, donc ça se produit à l'université, et alors on invite le jury, et alors le jury pose plusieurs questions. Ça dure assez longtemps, et puis on va se défendre, on va vendre en fait, le produit fini de la thèse. Et à la fin, ils décident si oui ou non on réussit, si oui ou non on est proclamé docteur. D'accord. Et donc, proclamé docteur en 2021, félicitations. Et quels sont les différents chemins qui s'offrent ensuite à la chercheuse ou au chercheur une fois que le doctorat est bouclé et qu'on est docteur? Déjà, la question à se poser, c'est si on veut rester dans le domaine de la recherche, dans le domaine académique, ou si on veut repartir dans le domaine privé, par exemple, ou dans d'autres domaines. Si on décide de rester dans le domaine académique, dans le domaine de l'université, là, soit on continue la recherche parce qu'on a vraiment ce profil de chercheur, et donc là, généralement, l'étape qui suit, c'est le postdoctorat. Ou alors on se dit qu'on se voit plus au niveau de l'enseignement, et donc ça pour le moment c'est mon cas, et donc pour le moment je le découvre dans différentes universités. Dans quelles universités? Alors je me cours à l'université Saint-Louis à Bruxelles, je me aussi cours à l'université de Namur et à l'UC Louvain. Et alors en quelques mots, ta recherche c'est de la linguistique comparée. Est-ce que tu peux un peu nous faire un petit panorama de qu'est-ce que c'est le travail d'une chercheuse en linguistique? Oui, alors en effet, je suis en linguistique, donc la linguistique c'est une science humaine.
c'est la science du langage, donc c'est vraiment une science qui va s'intéresser à tout ce qui va toucher à la langue, mais ça peut être très 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 vaste, donc ça peut toucher à l'histoire de la langue, à l'évolution de la langue, à comment est-ce qu'on apprend une langue étrangère ou au bilinguisme. Bien, ça peut être lié à tout ce qui est la neurolinguistique aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on parle une langue étrangère, bien, comment est-ce qu'un enfant apprend une langue étrangère, enfin, il y a vraiment plein d'aspects. Et donc dans mon cas, en effet, c'est de la linguistique contrastive. Ça veut dire que je compare des langues et j'essaie de voir quelles sont les similitudes et les différences. Alors il y a des personnes, il y a des linguistes qui comparent des langues européennes avec des langues de l'autre bout du monde et qui vont plutôt regarder les similitudes, parce que là il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup de différences justement. Mais dans mon cas, j'ai choisi deux langues très proches, et donc c'est l'allemand et le néerlandais, les deux langues que j'avais étudiées. Et donc moi, dans mon cas, là, je ne cherche pas vraiment les similitudes parce qu'il y en a beaucoup, mais je cherche les différences. D'accord. Et en tant que francophone, pour avoir justement un regard neuf, ou quel était le but qu'une francophone analyse deux langues qu'elle a, a priori, qui ne sont pas ses langues maternelles? Oui, en fait, je crois que mon positionnement de francophone a rendu la thématique intéressante à mes yeux, parce que justement, peut-être très brièvement sur la thématique, je me suis intéressée au verbe de position. Donc en allemand et en néerlandais, il y a trois verbes de position. Si je prends le cas du néerlandais, on a staan, zitten et liggen. Et ces trois verbes-là, ils sont utilisés dans une multitude de contextes qui, pour les francophones, sont complètement farfelus. Par exemple, on va dire que Paris est... Donc si on veut dire que Paris est en France, on va dire Paris est couché en France. Si on veut dire qu'un mot est dans un texte, on va dire que le mot est debout dans un texte. Et si on veut dire qu'une... On a un exemple un peu drôle. Si on veut localiser une mouche, et par exemple dire ah ben voilà, il y a une mouche sur ton paquet de frites, ben on va dire la mouche est assise sur le paquet de frites. Et donc c'est assez surprenant pour un francophone à la base de voir tous ces verbes de position qui sont utilisés dans plein de situations. Donc je crois qu'en fait mon rôle de francophone, mon positionnement de francophone a rendu la thématique passionnante. Mais après, toute ma recherche, il n'y a rien qui base sur mon intuition, parce que c'est de la recherche, donc on ne peut rien baser sur ah, j'ai l'impression que ceci ou cela. Non, on doit baser sa recherche sur des données réelles. Et donc j'ai analysé des centaines de textes allemands et néerlandais pour essayer de comprendre, ok, en allemand et en néerlandais, quand est-ce qu'on utilise ces verbes. C'est ça, mais dans ton cas, à partir d'une base de données de texte, donc quasiment aussi avec une analyse statistique, ou c'était une lecture, je dirais, comme on lirait des journaux de presse, où il y avait quelque chose de plus large comme analyse? Alors il y avait une analyse, je dirais pas statistique, maintenant c'est très répandu en linguistique, on fait énormément de stats, mais dans mon cas je dirais plus que c'était une analyse quantitative qui a été, et j'avais une analyse qualitative. Donc j'ai commencé par une analyse qualitative où j'ai moi-même analysé plein de phrases. Mais après, le problème des analyses qualitatives, c'est qu'on n'a pas suffisamment de nombres pour vraiment pouvoir dire ce que je raconte est toujours d'application. Et donc j'ai à côté de ça fait une deuxième étude plus quantitative pour avoir des résultats plus fiables en fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce descriptif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?